Bonjour, donc bienvenue au congrès virtuel de la clinique Drouot sur les échecs après chirurgie et comment les gérer. Moi je suis le docteur Julien Doranleau, je suis chirurgien de l'épaule et donc je vais vous parler des récidives de luxation après chirurgie de l'instabilité d'épaule. Alors en préambule, évidemment, je vous rappelle que les deux grandes interventions dans l'instabilité d'épaule, c'est l'intervention de Bancart qui maintenant est quasiment tout le temps réalisée sous arthroscopie et qui consiste à réparer les lésions du labrum. C'est l'intervention la plus pratiquée dans le monde, surtout dans le monde anglo-saxon. Mais le problème, c'est la récidive, avec des taux assez élevés, en moyenne 12 à 15% de récidive à 2 ans et 45% de récidive à 15 ans. La deuxième intervention très connue, surtout en France, c'est l'intervention de la Target, qui est une butée ostéomusculaire en prélevant la coracoïde et le coracobiceps. Le grand avantage de cette technique chirurgicale, c'est que le taux de récidive il est beaucoup plus bas, 3 à 6% dans la littérature, et il est stable dans le temps, c'est-à-dire que le taux de récidive ne se modifie pas, même à très long terme. Le problème, c'est la résorption de la butée, quand elle ne consolide pas lorsqu'on la positionne sur la glène. Le problème avec les vis, qui peuvent être gênantes, cassées, tordues, comme ici une butée qui est arrachée, et la position de la butée, soit trop médiale, c'est-à-dire trop proche de l'interligne articulaire, et ça expose à un risque arthrogène, ou alors trop médial, c'est-à-dire trop loin de l'interligne articulaire, et ça expose au risque de récidive. La prise en charge des récidives, c'est un problème ancien, récurrent, qui est beaucoup débattu encore en congrès, avec énormément de données dans la littérature, et la problématique est différente, qu'il s'agisse d'un patient qui a eu un Bancart et qui se reluxe, ou d'un patient qui a eu un Latarjet et qui se reluxe. Pour le Bancart, finalement, c'est assez simple de raisonner. On retrouve le même type de lésion que pour un patient qui s'est luxé l'épaule et qui n'aurait jamais été opéré, c'est-à-dire des lésions osseuses sur la glène de manière très fréquente, à la partie antéro-inférieure de la glène ou sur la partie postérieure de la tête humérale, des lésions de distension capsulaire en avant qui constituent une poche de luxation et qui va favoriser les luxations. Et puis, comme vous voyez ici, évidemment, de nouvelles lésions de Bancart, c'est-à-dire un nouvel arrachement du bourrelet du labrum qui est décollé de la glène. Beaucoup de données de la littérature, mais globalement, toutes tentent à dire qu'après un échec de Bancart, il faut réaliser une intervention de la Target, c'est-à-dire la réalisation d'une butée ostéomusculaire, parce que c'est une intervention qui est simple dans ce cas présent et qui va donner les mêmes résultats qu'après un Latarjet de première intention. Donc globalement, échec de Bancart égale Latarjet. Le problème est beaucoup plus quand on a un échec sur une intervention de Latarjet, parce qu'on retrouve souvent des lésions osseuses plus importantes, parce que pour pouvoir se luxer, les énergies sont plus importantes, et on a très peu de possibilités chirurgicales. La principale, c'est la greffe osseuse, de réaliser une butée osseuse pure, soit en prélevant de l'os sur le patient lui-même, en faisant une autogreffe, ce qu'on appelle un Eden-Ibinet, soit à ciel ouvert, soit arthroscopique, ou alors en prenant une allogreffe, c'est-à-dire de l'os prélevé chez quelqu'un d'autre, et en venant réaliser une butée avec ce dernier. On utilise en général le tibia distal. Le problème de l'Eden-Ibinet, c'est qu'on intervient sur une épaule qui a déjà été opérée et chez qui il n'y a plus de coracobiceps et de coracoïde. Et donc on a des adhérences post-opératoires qui rendent la dissection chirurgicale beaucoup plus complexe et une proximité du plexus brachial et de l'artère axillaire que vous voyez ici. Comme on a pu la coracoïde et le coracobiceps, puisqu'ils ont été prélevés, qui nous indiquent la frontière à ne pas dépasser, on peut vite, à ciel ouvert, se retrouver trop proche du plexus et avoir des lésions neurologiques. Et enfin, le matériel de la butée qui va être abîmé, tordu, cassé, qui peut poser des problèmes lors de la reprise. Donc, je vais passer sur comment on fait un Eden-Ibinet, puisque finalement, on va passer quasiment que par cette chirurgie. Maintenant, globalement, on fait des Eden-Ibinet arthroscopiques parce que c'est plus simple, justement, vis-à-vis du plexus. Je vous passe une vidéo qui a été réalisée et qui m'a été prêtée par le docteur Valenti gentiment et que vous voyez. Donc on va d'abord prélever une crête iliaque que l'on va venir préparer en réalisant 2 trous de mèche pour pouvoir passer ensuite les implants. Et celle-ci est préparée exactement comme on ferait avec une coracoïde. On va la modeler pour qu'elle puisse venir s'adapter sur la partie antérieure de la glène. Ce temps de préparation est très important et on va préférer quand même prendre des autogreffes parce que ça consolide beaucoup mieux. Ensuite, le temps arthroscopique, le patient il est installé en
demi-assis. Et pourquoi c'est beaucoup plus intéressant qu'à ciel ouvert? Justement parce qu'on va avoir une voie d'abord qui est très limitée, on va travailler vraiment dans l'espace qui nous intéresse, et on ne va pas se soucier du plexus brachial qui est vraiment tenu à distance. On passe en intra-articulaire, là la caméra est derrière, et on commence par venir retirer le matériel ancien. Ici, le patient il avait une butée arthroscopique qui avait été utilisée avec des endoboutons qu'on va retirer, et donc ça aussi c'est l'avantage des techniques arthroscopiques, c'est le retrait du matériel est beaucoup plus simple. Et on va venir préparer la face antérieure de Glenn pour pouvoir poser la greffe. Comme il y a déjà eu en général une butée, souvent la face antérieure n'est pas lisse, n'est pas bien préparée, et donc on va venir la fraiser avec ici une fraise motorisée qui va l'aplanir et qui va nous permettre de positionner la butée à plat dessus. Toujours faire attention à pas trop aplanir, parce que souvent c'est des patients, je vous l'ai dit, qui ont des lésions osseuses, et donc il ne faut pas se retrouver non plus à aggraver les lésions qui sont déjà présentes. Une fois qu'on a réalisé ce temps de préparation en avant, on va venir passer par la partie en arrière. Là, la caméra regarde sur le côté, et on passe les instruments par le dos, par la partie postérieure de la glène, et on va venir positionner un viseur que vous voyez arriver, et qui va nous servir à réaliser de manière guidée les deux tunnels qui vont servir à positionner les implants pour venir positionner la butée osseuse. Donc ici, vous voyez la face antérieure de Glenn, le viseur qui est positionné, et vous voyez les deux mèches cannulées qui vont servir ensuite à venir positionner les endoboutons. Et une fois que ces trous sont là, on sait que la butée globalement va être correctement positionnée, en tout cas comme on le souhaite. On utilise des fils relais que l'on va venir récupérer à l'extérieur de l'épaule. On vient les passer au travers de la coracoïde, de la butée, et on va venir passer les endoboutons pour changer les fils relais. Une fois qu'on a changé et qu'on a nos implants définitifs, on vient positionner notre butée qu'on passe dans l'intervalle de rotateur, c'est-à-dire l'espace entre le subscapulaire et le supra-épineux qui ont été préparés préalablement à l'arthroscopie. Donc là, vous voyez la butée qui va arriver, elle passe au travers de l'intervalle des rotateurs, donc entre subscapulaire en bas et supra-épineux en haut. Elle vient se positionner sur la glène que vous voyez en arrière-fond, et une fois qu'elle est passée, alors c'est le temps un peu touchy de l'intervention chirurgicale parce que c'est quand même assez volumineux, et elle vient se positionner sur la face antérieure de Glenn, et ensuite on va réaliser des tractions en arrière en réalisant des nœuds pour venir définitivement fixer notre butée sur la partie antérieure de Glenn. Donc, globalement, la prise en charge des récidives après la targès, c'est l'Edanibinette, avec pas mal de publications aussi sur le sujet, qui donnent globalement des bons résultats, avec un taux de récidive qui est quand même supérieur à une butée standard après des premiers épisodes de luxation. On va être autour de 11% de récidive, 10 à 15% de récidive, et des patients qui sont globalement satisfaits entre 80 et 90%. Là, je vous ai mis deux études très récentes, dont une étude française qui représente, je crois, la plus grosse série d'Edanibinette dans le monde. Donc l'Edanibinette, c'est l'option de choix dans la prise en charge des échecs de butée coracoïdienne, et vous avez compris que pour le Bancart, la solution de choix, c'est de réaliser une butée coracoïdienne. Voilà, je vous remercie.